coordinateur. Voilà, et je te renomme. OK. Alors, je vais sur l'outil. Nommer animatrice. Oui. Voilà, donc, bienvenue dans Grâce Divine, bienvenue à cette formation, à cette session de formation, la continuité de notre formation sur l'attente de grâce maritale et vaincre le concubinage. Donc, la semaine dernière, s'est tenu en fait notre cours dont il était question normalement qu'on parle des blessures de l'âme, mais on a orienté le cours autrement parce que tout le monde n'avait pas en fait fait son challenge. Donc, je suis très heureuse que vous soyez là comme d'habitude. Donc, le but vraiment ce soir, c'est de pouvoir parler des blessures de l'âme. Il faut savoir que les blessures de l'âme sont dues à quoi? Les blessures émotionnelles, c'est dû aux événements, certains événements douloureux de notre vie qui viennent en fait briser notre âme, qui viennent briser notre âme. Donc là, on ne parlera même pas de brisement de cœur, mais carrément de l'âme. Et vous savez que l'âme, c'est un élément vraiment essentiel pour qu'un être humain soit épanoui. Quand votre esprit, votre âme n'est pas en tranquillité, vous ne pouvez rien faire jusqu'à ce que ça aboutisse. Vous ne pouvez même pas avoir de stabilité, même la stabilité professionnelle. Vous allez, au lieu du travail, être plutôt agressive. Parfois, votre responsable peut en fait vous faire des remarques dans le but de vous améliorer, mais vous allez les prendre mal. Vous allez prendre mal ces remarques-là. Vous prenez mal pas parce que c'est l'intensité ou le degré de ce que votre responsable est en train de vous dire qui est difficile. Vous prenez mal parce que vous n'êtes pas guéri. C'est parce qu'à l'intérieur, vous êtes blessé, vous êtes meurtri au fond de vous êtes meurtri au fond de vous. C'est ça en fait. Vous pouvez même être au sein d'un couple, la moindre remarque, le moindre petit événement, en fait, la moindre parole que votre compagnon ou votre compagne va vous dire, vous allez en fait prendre cela comme une attaque. Même dans les relations de tous les jours, hein, une amie peut vous faire une remarque sur quelque chose, un événement de votre vie qui vient de se passer. Tout ce que vous allez prendre en mal. Alors que la personne ne voulait pas vous blesser. La personne, ce n'était pas ça l'intention première. Lorsqu'on est en fait, lorsqu'on a l'âme meurtrie et blessée, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on vit en fait dans la négativité. On a tendance à parler que du négatif. On est recentré sur nous-mêmes. On est comme dans un joug. On est comme enfermé dans une bulle où tout revient toujours à chaque fois sur nous, où le moindre événement, on est dans la lamentation. Le moindre événement, on ne peut que voir le mal en fait dans tout. Et est-ce que c'est pour autant, ça veut dire que le fait d'être dans cette posture, ça veut dire que ça fait de vous une personne de méchante? Non, ça ne fait pas de vous une personne de méchante. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne fait pas de vous une personne de méchante. Moi, je reviens toujours à mon témoignage. Moi, en fait, le fait que j'ai été en fait séparée de mes parents alors qu'ils étaient en vie, étant toute petite, et que j'avais pleinement conscience qu'ils sont quelque part, qu'ils sont dans la ville d'à côté, mais que je ne peux pas avoir accès à eux, je ne peux pas être avec eux. Ça avait créé en fait comme un sentiment en fait d'abandon ou de rejet. Moi, je sentais surtout d'abandon. Moi, je ressentais les choses comme ça. Certes, il y a eu des personnes qui ont pris ce rôle-là pour m'entourer et ont tout fait pour pas que je manque d'amour et que je ne manque de quoi que ce soit. Mais au fond de moi, même quand j'étais au lycée, il y avait des moments où je partais toujours, pendant la cour de récré, je partais toujours m'asseoir dans un coin toute seule. Lorsque vous êtes une personne, vous avez un enfant qui a l'habitude de se retirer comme ça, et si c'est de manière permanente, il faut savoir qu'il y a une blessure qui est à quelque part.
Maintenant, en tant qu'adulte, vous pouvez sentir le besoin de vous retirer, de vous imposer un temps calme. Je m'impose ce temps calme-là. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Ce temps calme-là, c'est vraiment pour un bien-être, pour profiter de l'instant présent de moi-même. C'est prendre rendez-vous avec moi-même, me parler à moi-même, faire le check-up de ma journée ou de ma semaine, et puis faire un vide et apprécier le moment, le vent qui passe ou apprécier juste le silence. Ça, c'est différent de ce que je faisais il y a encore quelques années. Cette façon d'aller me retirer, cette façon d'être toujours, lorsqu'on me fait une remarque, tout de suite, je vais toujours trouver une raison et être braqué, être dans la colère, être dans la riposte, être prête en fait à renchérir, mais pas renchérir parce que j'ai une argumentation pour la situation et de manière plausible, mais parce que c'était comme une attaque. Je recevais en fait les remarques, même les remarques qui étaient normalement censées, moi, m'aider et m'améliorer. Moi, je les voyais en fait comme une attaque. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que je comprenne qu'il fallait que je me prenne en main? J'ai compris qu'il fallait que je me prenne en main parce que vivre dans cette situation-là, c'est comme si vous étiez dans un engrenage. Parce que quand vous êtes dans cet état, il faut savoir que vous renvoyez, la nature va vous renvoyer exactement en fait ce que vous renvoyez à la nature. Donc, rien ne fleurissait chez moi à cette époque-là. Rien ne fleurissait. Les relations étaient aussi difficiles, les relations avec les autres, parce que forcément, je pense que parmi les gens qui m'entouraient, il y avait les gens qui étaient sains d'esprit et il y avait les gens qui étaient déjà guéris de leurs blessures émotionnelles. Et certainement, ils comprenaient d'une manière ou d'une autre que moi, je devais avoir une blessure pour être en fait sur la défensive. Si aujourd'hui, tu es toi qui es connecté, tu es une femme tu es constamment sur la défensive, tu es dans ton foyer et quand ton compagnon te parle, tu es sur la défensive. Il te fait une remarque, tout de suite, ça va te piquer au fond de toi, comme si on avait pris une aiguille et te piquer avec. Si tu ressens ça, il faut savoir qu'il y a une blessure qui est enfouie en toi. Et pourquoi je vous ai dit de vous appuyer sur les objectifs de l'académie pour en fait euh, noter, écrire ces blessures-là. Il est important que vous écrivez. Moi, pour guérir, j'ai été obligée de checker ces périodes de ma vie où je n'étais pas avec les parents. Le fait d'écrire ça, ça m'a permis de comprendre, d'aller même leur poser la question, de demander pourquoi les choses se sont passées ainsi. Écrire tout ce dont je vous ai demandé, c'est pas le jeu, c'est un travail. C'est pour que quand vous mettez tous les acteurs, la démarche qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça va vous permettre sereinement d'aller affronter certains de ces blessures-là, aller affronter aussi certains de ces acteurs. Et tant que personnellement, vous n'avez pas fait cette démarche, vous avez passé de coach en coach, vous allez passer des leçons en leçons, des vidéos en vidéos, mais la solution n'est pas là. La solution, c'est d'abord en vous. La solution, c'est de pouvoir vous-même prendre votre part de responsabilité. C'est responsabilité de dire oui, je reconnais que vraiment, à cette période de ma vie, il y a des choses qui se passent et que je me sens comme démunie et dépassée. Pourquoi je suis toujours dans la défensive? Pourquoi la moindre remarque peut aller me piquer? Vraiment, pourquoi tout me blesse? Pourquoi même ce que la coach peut me dire, je peux recevoir ça comme un poignard, alors qu'on est là juste pour s'édifier et grandir ensemble? Il y a des personnes, en checkant ces blessures-là, vont constater au courant de leur vie, elles ont eu des attouchements sexuels. D'autres, par exemple, dans mon cas, c'était la séparation avec les parents. D'autres, ce sera du viol. D'autres, ce sera la perte, le deuil non fait d'un parent ou des deux parents qui sont partis et que vous n'avez jamais eu le temps de vous asseoir pour écrire, pour dire, oui, cette saison de la vie s'est passée ainsi. C'était des êtres vraiment chers. Ils sont partis.
tout ce qui est passé est passé. Désormais, je dois apprendre à vivre avec. J'ai été blessée, j'ai été profondément blessée lorsque l'année où je devais vivre, je devais aller, l'année en fait, je devais passer mon bac et aller vivre avec ma mère. Elle est décédée cette année-là. Et elle est décédée à la veille du bac. Donc, je me retrouve en salle d'examen comme ça. Tous les élèves du lycée, tout le monde était au courant. Donc, imaginez déjà la salle d'examen comme le bac, c'est déjà un endroit, on va dire, c'est un endroit, je ne vais pas dire exceptionnel, donc c'est un endroit quand même bien cadré où tout le monde est très regardant. Et vous retrouvez comme ça pendant l'examen, avec la perte d'un être cher. Et surtout, vu comment les choses s'étaient passées. Moi, cette attente que j'attendais profondément et que le ciel m'avait donné l'opportunité à cette époque-là de ma vie de dire oui, la saison avec la première mentor veuve, c'est passé. Maintenant, tu entres dans une nouvelle saison de ta vie. Tu vas aller dans une ville où il y a tes parents. Tu vas pouvoir être avec ta maman. Et cette année-là, bam! Cette année-là, j'ai reçu ça comme le plus grand poignard de ma vie. C'était vraiment, c'était un choc. Donc, il faut savoir que les blessures émotionnelles, ça vient vous créer un choc. Le choc, c'est quoi? Un choc, c'est comme un coup que vous recevez. Un choc, c'est comme si, oui, on vous poignardait avec du couteau. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de personnes qui ont subi des chocs. Des chocs parce que leur premier amour, la première personne qu'elles ont rencontrée, beaucoup de femmes le vivent ça. Le premier amour les a narguées. Le premier amour, ça s'est mal passé. La première découverte de rapports sexuels, ça s'est très mal passé. Il y a d'autres femmes, et juste ayant subi ça, ne sont pas actuellement à l'aise dans leur vie conjugale. Il y a d'autres femmes même que ça fait l'objet en fait du retardement de leur grâce maritale. Parce que vu le fait que ça s'est mal passé et que ça a installé comme une grosse frustration, du coup, ce genre de femme va se montrer très frileuse vis-à-vis en fait même d'une avance, d'un homme qui vient la courtiser. Et du coup, ce que tu vas dégager, celui qui est en face de toi, il va ressentir ça et partir. Et lorsqu'on a des blessures émotionnelles, c'est comme ça. On passe beaucoup à côté des opportunités de la vie. Parce que tout dépend du genre de blessure que vous avez eu. On va passer à côté des opportunités parce qu'on a l'esprit comme noir. L'âme est noircie. Pas parce que vous avez un cœur méchant et noir, non. C'est parce que vous-même, vous êtes meurtri au fond de vous. C'est parce que vous-même, vous êtes en souffrance, en fait, au fond de vous. C'est ça, en fait, les blessures émotionnelles. Et maintenant, aux différents blessures émotionnelles, je vais citer les différents types de blessures émotionnelles. Vous avez dû entendre de part et d'autre. Il y a, par exemple, dans mon cas, moi, je vous ai parlé, pour l'absence des parents, c'était l'abandon. Je ressentais comme le fait de se retrouver un petit enfant et que vous savez pertinemment que vos parents ne sont pas morts, ils sont en vie, vous n'êtes pas avec eux. Vous avez le sentiment d'être abandonné, ce qui est tout à fait normal. Vous avez le sentiment d'être abandonné et avoir ce sentiment-là ne fait pas de vous quelqu'un de méchant. C'est juste un sentiment qui est normal. Ça, c'était mon cas. Maintenant, le cas d'une femme ici connectée, ça peut être le rejet. Vous avez peut-être été rejeté par un homme que vous l'aimiez, mais cet homme-là n'a pas voulu se positionner avec vous. Ça vient faire un choc. Ça vient faire un choc, mais même si vous ne l'affirmez pas, vous vivez avec ces différentes blessures-là. Pour une autre femme, ça peut être l'humiliation. Il y a beaucoup de femmes et même d'hommes qui sont humiliés, même dans le processus, en fait, le processus de la vie conjugale. Nous qui sommes connectés ici, il n'y a pas un enfant parmi nous. Peut-être qu'il n'y a pas moins de 25 ou moins de 30 ans connectés ici. Et à partir de 30 ans déjà, on a eu un passé, on a traversé des choses. Il y a des femmes au cours de certaines relations amicales ou de relations de famille ou relations amoureuses qui ont été humiliées. Et cette humiliation, le fait
de rester renfloué, fermé, vous enfermer avec tout ça. Ce n'est pas bénissant. Le fait de laisser tout ça au fond de vous, c'est comme un sac que vous avez, vous mettez des choses, vous pilez, vous mettez des choses, vous pilez, ça surmonte, ça surmonte. Moi, pour être vraiment cette femme que vous voyez aujourd'hui, j'ai dû à un moment donné écrire à chaque étape de ma vie. Excusez-moi, je prends le chargeur, je mets le chargeur. J'ai dû à chaque étape de ma vie revenir en arrière, faire le travail que je vous demande de faire là. Faire ce travail-là. Et tant que vous n'avez pas fait ce travail-là, vous ne pouvez pas vraiment émerger. On ne peut pas émerger dans cette vie si on n'a pas fait le check-up sur ses blessures, si on n'a pas écrit les différents acteurs qui ont été autour de ça. Imaginez-vous une femme qui a été, par exemple, qui a eu des attouchements et qui n'a pas pris le temps d'écrire et de pouvoir vraiment faire le point sur cette situation-là, pardonner à la personne. Cette femme-là va aller dans son mariage, vous savez ce qu'il va faire? Au lieu qu'elle profite de la sexualité divine avec son mari, elle va, pendant les rapports sexuels, penser plutôt aux attouchements que ces personnes l'ont humiliée avec. Et ça, l'homme, lui, va ressentir parce que vous seriez dans un échange d'âme, même s'il ne vous dit pas. Et ça peut, d'une manière ou d'une autre, apporter les problèmes, même si le problème sera détourné. Il ne va pas dire, moi, je sentais que tu n'étais pas présent. Il ne va pas peut-être te dire ça. Mais vous allez voir que peut-être votre homme, il semble être un homme stressé. Il semble être un homme qui ne vous écoute pas. Parce qu'il y a quelque chose aussi en vous qui n'est pas travaillé. C'est ça. Donc, quand moi, je vous demande de faire ce travail-là, on n'est pas dans un jeu. Bonsoir, maman Evige. On n'est vraiment pas dans un jeu. Parce que j'ai dit, vous ne pouvez pas émerger. Bonsoir, ma vie, toute belle. Vous ne pouvez pas émerger. Même le commerce, pour ceux qui ont fait les formations en entrepreneuriat avec moi, elles savent toujours que j'aborde des blessures de l'âme. Parce que vous ne pouvez pas aller sur le marché, vous présenter, vous vendre les choses de manière aisée si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau. Si vous avez des blessures, ce passé non soldé, laissez les blessures qui ont brisé ton cœur. On ne parle même pas là de cœur, les blessures émotionnelles et de l'âme, c'est-à-dire ça a fouetté ton âme. Laissez ça enfoui dans ton cœur. Ça va faire que tu vas venir faire une première vidéo sur Facebook pour présenter tes produits. Pour peu que quelqu'un va mettre un petit commentaire en bas pour dire tu te prends pour qui, ou pour peu qu'on ne va du tout même pas liker ta vidéo, on ne va jamais rien faire, tu vas te décourager et partir. Tu vas te décourager et partir. Donc, ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas le jeu. La personne qui pense que c'est le jeu, hein, là, je vais être la coach méchante. Vous allez voir mon côté sévère ce soir. La personne qui pense que c'est le jeu se déconne. Voilà. Pourquoi j'insiste beaucoup pour que vous écrivez sur ces blessures-là et vous mettez les noms des personnes qui ont été à l'origine de ces blessures? Parce que même un futur compagnon peut venir à côté de vous. Mais étant donné que vous avez une colère instantanée, c'est une colère qui est enfuie en vous, due par une blessure, que vous fuyez. Vous avez la peur de nommer la blessure. Vous avez la peur de l'écrire. Vous avez la peur de mettre un mot dessus. Sauf que comment ça réagit autour de vous? Quand le monsieur vient juste comme ça, il va juste venir te taquiner alors qu'il est en train d'observer depuis tout. Tu vas lui répondre avec agressivité sans faire exprès. Tu vas répondre avec agressivité sans faire exprès. Même pour celles qui sont dans le concubinage. Si tu n'es pas guéri de tes blessures, il y aura des réactions que tu vas faire. Sauf que ce monsieur-là, il est en train d'enregistrer tout ça. Et ton comportement, en fait, empiète sur celui de ton compagnon. En fait, ton comportement, si tu veux, lui, il va fonctionner aussi de comment toi tu te comportes. Il y a des décisions qu'il voudrait prendre pour vous, mais à cause de tes blessures, de ton comportement.
à cause de ce que ton âme, imaginez, je suis avec vous. Pour ceux qui ont des yeux spirituels, je peux être assise comme ça et quelqu'un est assis devant moi. Il peut arriver par moment, j'ai des flashs de vision de comment sur la personne. Et imaginez ce que certaines personnes peuvent dégager avec leur âme. Vous avez à côté de vous un monsieur qui veut se positionner, mais il voit votre âme tellement attristée. Il voit votre âme tellement meurtrie par la colère. Il voit votre âme toujours avec les grosses larmes. Il a peur, son âme aussi a peur de se projeter, de construire, de bâtir quelque chose avec vous. Et tant que vous n'allez pas vous asseoir, nommer ces blessures-là, mettre les personnes qui sont autour de ça, écrire ce qui s'est réellement passé, pour que nous prions sur ces blessures-là, et pour que vous décidez vous aussi, soit de brûler ce papier-là, mettre ensemble, ou soit d'aller, si vous avez un coup d'eau à côté de chez vous, jeter ce papier-là avec les noms de tout, comment on aura travaillé dessus, ou dépiécer le papier petit, mettre dans le WC et chasser l'eau dessus et proclamer pour entrer dans la nouvelle saison de vos vies. Vous allez tourner à rond. Je vais même vous donner un produit tout seul, allez vendre. Sauf que vous allez vous connecter une fois après, ce sera le découragement total. Vous allez même fabriquer un produit peut-être parce que oui, vous êtes emporté par le coaching actuel, par la force que je vous donne actuellement. Mais une fois quand les 2 mois seront terminés, vous allez prendre la clé des champs. Ça se passe chez les gens qui ne sont pas guéris de leurs blessures. Pour moi, c'était l'abandon. L'abandon dû à cette séparation avec mes parents, que je me retrouve, je suis un enfant. Je dis, mais les enfants, normalement, sont censés être avec papa et maman. Pourquoi moi, mes parents sont dans un autre département et moi, je suis chez les gens? Pourquoi? Et ça a commencé à me travailler. J'ai commencé à ruminer. J'ai commencé à me sentir pas bien, à être sur la défensive, à me retirer, comme je vous ai dit, quand les enfants étaient dans la cour de récré, je pars m'asseoir à côté. Si je suis dans une relation amicale, une amie dit même quelque chose, peut-être qu'elle n'avait pas l'intention de me blesser, je réduis ça directement que je m'apitoie. J'ai dit, ouais, Dorine m'a fait ci, maman Léa m'a fait ça, Lydie m'a fait ci. Lydie, là, elle a voulu me blesser. Ce qu'elle a dit là, je pars dans mon lit avec, je passe des semaines avec. Mikemi m'a dit si, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Toutes ces années, j'ai été dans ça. Ça m'a donné quoi? Ça a retardé mes bénédictions. Ça a retardé ma vie. Ça a retardé ce que j'étais censée, ma destinée, ce que j'étais censée la vivre. Et ça fait que même si tu es avec un homme, que tu sois en concubinage ou pas, peu importe, c'est pareil. Il va te dire quelque chose, tu vas tout de suite tourner ça autrement. Les mots forts que tu vas mettre dessus pour t'apitoyer sur ton sort, ça va être autre. Or, ce n'est pas le monsieur qui a un problème. Ce ne sont pas tes amis ni tes copines qui sont des problèmes. Quelle est ta blessure aujourd'hui, toi, femme qui est connectée? La blessure de rejet, tu as été rejeté par quelqu'un. Il est temps, ce soir, qu'on en parle. Il faut dire la vérité. Si tu ne peux pas dire la vérité, et si nous, on ne peut pas, tu ne peux pas mettre les mots sur tes blessures, c'est que tu n'as pas encore commencé la vie. C'est que tu n'as pas encore été assez bien brisé. C'est lorsqu'on parvient à mettre les mots sur ces blessures, les soigner, qu'on se lève comme une lionne, une guerrière, comme un aigle, et on s'envole. Et les regards d'à côté n'est plus un problème pour vous. Les critiques ne sont plus un problème pour vous. Ça ne veut pas dire que vous, quand vous guérissez de vos blessures, vous devenez insensible. Vous voyez, moi, je ne suis pas un être humain insensible. Je suis une femme qui a le cœur sur la main. Mais je sais maintenant, depuis ma guérison, je sais faire la différence entre une critique constructive que quelqu'un fait à mon endroit dans le but de m'aider à avancer et une critique que quelqu'un critique juste pour critiquer. Ça m'a aussi permis de savoir avec qui je dois cheminer. Ça m'a aussi permis de savoir comment
je dois me comporter dans les relations avec les autres, jusqu'où je peux aller. Ça m'a permis aussi de définir ma zone de confort et de pouvoir en fait déceler d'avance quelles sont les zones de confort de vous toutes qui sont connectées et de ceux qui m'entourent. Vous, peut-être, vous allez me dire que vous ne connaissez même pas ce que c'est que la zone de confort. Mais il faut guérir pour arriver à ce stade-là. C'est ça. Il y a des gens, par exemple, ils vont aller au sein d'un groupe, ils ne vont pas savoir en fait jusqu'où, quelle limite, jusqu'où aller. C'est parce que oui, il y a certains passés, certains trucs qui ne sont pas très, très honnêtes en place. Et ça ne veut pas dire que s'il y a des débordements, ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas de bonnes personnes. Non, c'est parce que justement, au niveau de l'identité n'est pas très bien clarifiée et les blessures ne sont pas soldées et guéries. Quelle a été ta blessure? Qui t'a humilié? La blessure de trahison. Il y a des femmes qui se mettent en fait avec des hommes. Elles construisent des choses ensemble, même dans le cas de concubinage, elles s'investissent dans la relation. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Quelques années après, il va chercher une autre femme et c'est elle qui l'amène à la mairie. Et toi, tu te retrouves avec toute la honte sur toi. Tu avais déjà dit à tout le monde que c'est ton homme de vie. Tu te retrouves avec ça. Tu te sens trahi parce que les années sont passées. Tu t'es investi dans cette relation-là et il t'a trahi. Il n'a pas tenu à sa promesse. Les blessures d'injustice. Tout le monde un jour a été confronté à l'injustice. Tout le monde un jour a été confronté à l'injustice au niveau des traitements. Parfois, ce sont les parents qui sont à l'origine en fait des blessures d'injustice chez les enfants. Ça veut dire les parents qui ont plusieurs enfants et ils ne vont pas traiter les enfants sur un même point d'égalité. Ça fait des adultes finalement malades. Donc, un enfant au sein d'un groupe d'enfants, dans sa propre famille avec ses parents, qui n'a pas été bien traité, qui n'a pas été mis en avant comme les autres, qui était toujours à l'écart. Son anniversaire, les parents oublient. Quand il faut faire des cadeaux, c'est lui qui reçoit toujours le cadeau le moins intéressant. Quand il faut faire les tâches les plus humiliantes, c'est lui qu'on appelle. Ça fait de nous des femmes et des hommes plus tard avec des femmes déséquilibrées. Et lorsqu'on atterrit dans le mariage ou même on atterrit à cet âge qu'on a et qu'on n'a pas pris le temps de guérir, de reparler avec les parents s'ils sont en vie. Si les parents ne sont pas en vie, mais de réécrire tout ça et de faire le point et dire je décide d'avancer parce que les choses passées sont passées, je regarde de l'avant, je veux entrer dans ma nouvelle saison. Si on ne prend pas le temps de faire tout ça, on ne peut pas émerger. On ne peut rien faire jusqu'à ce que ça marche. C'est ça. Même si on parvient à se marier, on va être source de conflits au sein du mariage. Parfois même de manière sournoise. Parce qu'il y a les femmes en fait qui ne vont pas extérioriser, elles vont, ces blessures-là comme ça, elles vont le faire de manière subtile. Ce sera souvent, ça va, leur caractère les blessures-là vont surgir lorsque le moment de prendre les décisions très sérieuses de la famille s'impose. C'est là où elle va peut-être s'énerver parce que comme le monsieur ne va pas dans le même sens qu'elle, elle peut exploser, elle peut annuler un dîner que le monsieur vous avez préparé, que les amis, un couple d'amis vous attend à la dernière minute à cause de la colère parce que l'homme t'a dit un petit truc, tu vas t'exploser et dire, comme c'est comme ça, je ne pars plus. Comme c'est comme ça, je ne fais pas ci. On se connaît entre femmes. Comme c'est comme ça, c'est terminé. Comme c'est comme ça, c'est voilà. Mais comment voudrez-vous qu'on avance si personne n'a en capacité de nommer ça? C'est de ça il est question. Oui, maman. On ne peut rien faire. Même là, on est en train d'élever nos enfants. Toutes les femmes qui sont connectées ce soir ont des enfants. Quel héritage on va donner à nos enfants si nous-mêmes on est déjà malades et qu'on refuse de se soigner? Vivre avec les blessures émotionnelles, c'est une maladie émotionnelle. Les liens d'âme, en fait, ce sont des... ça te paralyse, ça te paralyse.
Voilà, maman Léa. J'ai beaucoup pensé que je manquais de beaucoup de connaissances. Du coup, j'ai aligné plusieurs formations. Voilà, c'est ça. Et donc, il faut que chacune soit en capacité de pouvoir vraiment nommer, de pouvoir dire les choses. Les blessures de rejet. Les blessures de rejet, comment ça se manifeste chez les personnes? Quand vous avez les blessures de rejet, vous allez être quelqu'un de fuyante. Vous allez souvent fuir. Voilà. Manquer de confiance aux personnes et fuir. Face à des défis dans vos relations de couple, face à des défis, même juste pour quelqu'un qui est en train de vous courtiser pour voir ce que ça va devenir, pour peu qu'il va dire quelque chose qui ne va pas dans votre sens, vous allez tout de suite écouter et vous allez le fuir. Vous allez le fuir parce que vous manquez de confiance en vous. Vous allez fuir parce que oui, il y a quelqu'un quelque part qui vous a fui un jour. Les parents vous ont fui. C'est pas qu'ils vous ont fui, il y a des événements de la vie qui imposent certaines distances, qui imposent certaines séparations. Mais comme les choses, moi dans mon cas par exemple, ce qui était dur pour moi, c'est parce que personne n'avait mis le mot sur ce qui s'est passé. On ne m'avait pas expliqué le pourquoi je ne suis pas avec les parents. C'est ça. Donc, vous retrouvez comme ça, 3, 4 ans, vous voyez que vous êtes déjà chez d'autres personnes. Personne ne vous explique pourquoi cet événement est arrivé. Pourquoi vous vous retrouvez là? Du coup, vous êtes en train de grandir avec des questionnements et des inquiétudes. Comme vous-même, vous n'êtes pas en capacité de mettre un mot et que personne ne vous explique ce que vous faites, vous reproduisez exactement le sentiment que les parents ont fait. Vous fuyez les gens, vous rejetez les gens, vous les rejetez parce que pour vous, ne pas être avec eux, c'est comme le rejet. Ça a été comme du rejet. C'est ça. Parce que normalement, un enfant, sauf si dans des cas extrêmes que les parents sont décédés, le plan divin pour la vie d'un être humain, surtout même dans les premières années de sa vie, c'est que chaque enfant soit avec ses parents. Voilà. Et les blessures d'abandon, qu'est-ce que ça engendre chez vous, en fait? Les blessures d'abandon, il faut savoir que ça vous rend dépendante. Toutes les personnes qui ont été abandonnées dans leur vie, toutes les personnes qui ont été abandonnées dans leur vie auront tendance à trop s'investir dans les relations au point de devenir dépendantes affectives. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que, comme quelque part, il y a eu un amour non comblé. La personne se dit, si je ne fais pas comme il veut, si je ne remplis pas tous les cases, il va me laisser et qui pourra me prendre? Du coup, c'est là où beaucoup de femmes entrent dans les pièges des relations toxiques. Elle rencontre quelqu'un qui lui manque du respect, qui ne s'investit pas dans la relation, qui n'est pas gentil, qui est agressif, qui est violent. Elle va vouloir malgré tout converger. Elle va vouloir malgré tout faire avec. Elle va vouloir malgré tout se contenter. Et ça va maintenant, le bourreau va à ce moment-là la mépriser. Les gens vont la rejeter, mais elle va s'accrocher à ces relations-là. Elle va tout faire parce que elle va être très attentionnée dans ces genres en fait, les femmes qui sont dans ce contexte-là vont être plus qu'attentionnées, parce que normalement, on doit être attentionné dans une relation normale. Mais elles vont doublement et triplement s'investir parce qu'elles ont peur que le monsieur va les abandonner. C'est ça. Et même dans les simples relations amicales, ça va être pareil. Elles vont triplement s'investir. Elles ne vont pas faire juste ce qui relève de la normalité. Donc, elles vont aller au-delà
parce qu'elles ont peur que cet ami-là va les abandonner pour partir. Et ce genre de personne va avoir tendance aura des difficultés même à prendre des décisions toute seule, aura des difficultés à avoir une certaine autonomie dans la prise de décisions. Les personnes qui ont été abandonnées. C'est ça. Aujourd'hui, toi qui es connecté, quelle est ta blessure? Où en es-tu? Où en es-tu? Comment tu vas aller rencontrer le futur conjoint que tu ne te connais même pas toi-même? Tu ne te connais même pas toi-même. Tu es dans le mariage actuellement. Comment tu veux vivre un mariage épanouissant? Ce mariage-là dans lequel où tu peux te montrer en femme apaisée, où tu peux orienter ton énergie plutôt pour bâtir, parce que tu n'es pas parti dans le mariage pour juste te limiter à des troubles réactionnels par rapport à tes blessures émotionnelles. Parce que le monsieur va te faire une petite remarque, directement, ça va engendrer en toi des troubles de comportement et des troubles réactionnels parce que tu n'es pas guéri. Ça, ce n'est pas ce que Dieu t'a appelé à aller faire dans le mariage. Dieu te veut dans le mariage, à être cette femme-là épanouie, cette femme-là qui est libre. Quand je parle de libre, c'est dire libre dans l'âme, libre de l'esprit. Cette femme-là qui a l'âme guérie, cette femme qui a l'âme sauvée et qui est à la dimension de que son âme se concentre pour faire du bien. Son âme se concentre pour être source de bénédiction pour le mari avec qui elle est, pour l'époux avec qui elle est, pour les enfants, pour bâtir les choses. On ne part pas dans le mariage pour gérer ses blessures et les cacher parce que les femmes, on se connaît bien. Pour cacher, dormir sur ses blessures émotionnelles et être tout le temps sur la défensive et être en conflit avec votre époux. Le mariage, ce n'est pas un trophée, mais avoir la chance d'avoir quelqu'un, un inconnu qui ne vous connaît de nulle part et qui décide de cheminer avec vous pour toute la vie, vous devez bénir l'Éternel. Et si en plus vous vous êtes rendu compte que c'est quelqu'un qui n'a pas un problème particulier, vous parvenez à dormir et vous réveillez le matin en paix. Vous devez faire votre part pour que ce foyer-là soit bénissant pour vous. Vous devez prendre la décision cette année de travailler sur vos blessures pour vous relever. On ne part pas dans le mariage avec de l'immaturité. Accepter de rester sur ses blessures, c'est de l'immaturité. Que avant vous ne connaissez pas ce que c'est que les blessures émotionnelles, les liens d'âme, que vous ne les connaissez pas du tout et que vous entrez dans le mariage comme ça avec personne vous enseigne, ça c'est un autre fait, vous êtes excusé. Mais à partir de ce soir, vous prenez conscience, il y a quelqu'un quelque part qui est en train de parler avec vous. Vous deviez prendre conscience de ça. Le monsieur d'autrui, il n'a rien demandé et peut-être ça se trouve c'est aussi un homme aussi brisé, mais il n'est pas la même dimension que vous. Vous avez la chance d'être enseigné. Il y a les hommes à cause de leur parcours de vie qui se sont retrouvés même à fumer du chanvre. Vous voyez par exemple les hommes qui ont fait de l'aventure, ils ont passé plusieurs années au désert pour pouvoir arriver en Occident. Un homme comme ça croise votre chemin. Vous ne savez pas tout ce qu'il a vu et encaissé sur son chemin pour arriver à sa terre promise. Vous ne savez pas tout ce qui est enfoui dans sa tête. Et si en plus de ça, vous qui êtes à ses côtés, qui devez l'épauler, vous aussi, vous savez ce que c'est que les blessures émotionnelles aujourd'hui. Et peut-être, comme je suis en train de parler, vous voyez cet homme-là et vous voyez ses réactions et vous êtes en train de mettre même des mots même sur ces blessures émotionnelles. Mais vous acceptez d'être avec la parole et connaître ce qui se passe et jouer à ce petit jeu-là. Sauf que vous, en tant qu'enfant, vous allez jouer à ce petit jeu-là pendant combien d'années et pendant combien de temps? Vous allez attraper de l'AVC. C'est pour ça qu'il faut aller en fait en profondeur. Il faut toucher les choses. Il faut les toucher, il faut les nommer pour guérir. Il faut les écrire. C'est pour ça dans le cahier d'objectifs que je vous ai donné, j'ai bien écrit challenge. Vous devez m'écrire, chacune doit écrire ce qu'elle a vécu. Si vous ne voulez même pas partager avec moi, ça c'est un fait.
pour moi, je suis même à mesure de comprendre. Faites même la démarche personnelle pour guérir. Il y a les femmes, même les hommes qui ont été violés devant et derrière. Mais qui fait qu'aujourd'hui, dans leur foyer, elles ne peuvent pas être des femmes épanouies. Mais elles n'osent pas, elles ne se sont jamais confiées à quelqu'un dans leur famille. Elles ne se sont jamais confiées à leurs parents, à une amie. Moi, j'entends tout ça. Mais il est temps de se confier même au bon Dieu, de pouvoir l'écrire. Si vous ne voulez pas me dire, ce n'est pas un problème, ce n'est pas le but. Écrivez ça. Vous nommez tous les acteurs, vous faites le travail dessus, vous jetez et vous entrez dans votre nouvelle saison. Maintenant, revenir à la blessure, par exemple, d'humiliation. Les gens qui ont été humiliés ont tendance à être des masochistes. C'est quoi être maso? Je vais utiliser du terre à terre pour que vous compreniez. Un maso, c'est quelqu'un que tu vas te retrouver même au sein d'un concubinage. La personne va continuer à t'humilier. Tout le monde va te traiter de tout. Tout le monde va venir continuer l'humiliation. Mais toi, tu vas rester calé, collé, chingom. Donc, les masos, c'est des gens même qui ne ressentent pas la douleur. C'est les gens que lorsqu'on les a fouettés jusqu'à ça donner une blessure, on revient encore fouetter sur la même blessure et eux, ils trouvent que c'est juste normal. Quelqu'un de maso, c'est cette personne-là que à sa douleur, elle pense que la douleur, là, c'est juste normal. Elle ne peut pas travailler pour vivre autre chose, pour vivre l'apaisement. En dehors de la... Elle pense qu'en dehors de la douleur, il n'y a pas de l'apaisement, en fait. Que la douleur, c'est juste un processus très normal et on devrait vivre en permanence comme ça. C'est ça le masochisme. Et il y a des femmes, malheureusement, qui sont à ce stade-là, même dans le cadre de leur relation. C'est ça, en fait. Et elles encaissent, et elles encaissent, et elles encaissent. Ça ne veut pas dire que les difficultés qui sont dans le concubinage sont liées au masochisme, non. Sont liées juste à... Tout dépend, en fait, du degré d'humiliation que vous avez eu. Peut-être votre humiliation ne s'est pas passée que dans le concubinage. Moi, quand j'ai été dans le concubinage, j'ai été humiliée. Pas humiliée par mon époux, j'ai été humiliée par les relations extérieures qui voulaient se mixer, en fait, à notre couple et qui voulaient nous prouver par tous les moyens que Dieu n'a pas de plan pour nous. J'ai reçu ces mots, tu ne te marieras jamais, tu es une bonne à rien, tu n'es rien, tu ne vaux rien. Mais ce qui m'a sauvée, c'était que comme moi, je connais la parole, et comme moi, à ce moment, je faisais déjà le cheminement, en fait, pour ma transformation. Je faisais mon cheminement pour la sanctification. J'ai dit, j'ai du prix aux yeux de Dieu. J'ai du prix aux yeux de Dieu. Je n'ai pas du prix, en fait, pour les gens du monde. Je n'ai pas du prix pour les êtres humains. Mais je sais ce que Dieu a fait pour moi. Et je sais ce qu'il continue à faire pour moi. Donc, c'est de ça il est question. Maintenant, revenir aux blessures les blessures, en fait, de trahison. Les gens qui ont été beaucoup trahis vont être en permanence dans le contrôle. Ces gens-là, quand vous avez une femme qui avait été souvent trahie ou qui avait été trahie par le passé, même au sein d'une relation, ou même une relation que vous venez de commencer, quelqu'un est juste en train de vous courtiser, vous ne savez même pas ce à quoi ça va aboutir, mais vous êtes déjà en train de contrôler, de fouiller. Une femme qui a beaucoup souvent été trahie, ce genre de femme-là, elle va fouiller le téléphone en permanence de son mari en cachette. Elle va toujours l'appeler. S'il sort comme ça pour aller à la fête, il sort parce qu'il a été invité et qu'elle ne souhaite pas être là. Comme moi, par exemple, ce soir, mon mari est invité en fait à un anniversaire ce soir. Moi, je suis fatiguée. J'ai dit, j'avais du temps à passer avec vous et je ne voulais vraiment pas faire la fête, moi, ce week-end. Il y a des femmes qui ne peuvent pas supporter d'être comme ça. Elle va juste maintenant le harceler, l'appeler tout le temps parce qu'elle a besoin de savoir avec qui elle est dans cet anniversaire, ce qu'il fait, ce qu'il est en train de manger, machin, qui est assis à côté de lui, gauche, droite. Et ça c'est on appelle ça le tue l'amour. Le tue l'amour. Et il y a beaucoup de femmes, même pendant la période d'attente, pour quelqu'un qui te côtoie,
elles font erreur, elles sont dans cette démarche-là. Et l'homme, lui, se dit, mais il voit, hein, mais il ne va rien te dire. Mais il va se projeter, il aura du mal à se projeter. Il va se projeter en disant, mais comment je vais finir mes vieux jours avec quelqu'un de comme ça? Et il va très vite mettre un terme à votre relation. Vous n'allez pas comprendre pourquoi les années passent, il n'y a pas la grâce maritale. Les années passent, il ne veut pas se positionner. Ou je suis dans le mariage, mais il ne me considère pas. Mon époux ne me considère pas. Il ne veut même plus se confier à moi. Il va toujours que chez les parents se confier. Les choses les plus importantes de votre couple que toi, tu devais d'abord, en tant qu'épouse, être au courant en premier. Toi, tu vas juste entendre ça par ses amis et par les gens. Tout ça vient du fait que, comme tu as été trahi et tu te montres vraiment très contrôlant, lui, son âme commence à subir ton âme et ça le rend, il préfère se protéger et ne plus rien te dire. Et tu vas dire, mais je ne suis pas heureuse dans ces relations parce qu'il ne me dit jamais rien. Il ne se confie pas à moi. J'ai eu des femmes comme ça en accompagnement qui se sont confiées en disant, il ne me dit jamais rien. On est comme si on était des colocataires. Je ne sais pas ce qui fait. Et pourtant, on est un couple. On a des moments d'intimité qui est la sexualité, mais après, c'est tout. Il mange. C'est comme s'il était dans un hôtel. Il faut d'abord regarder à toi. Hier, on a fait un enseignement. On parlait de tout ça. Il faut travailler. La femme a d'abord un grand défi personnel. Chacun, même pas seulement la femme. Avant de te projeter, je veux sortir du concubinage. Ou je suis établie dans un couple, je veux être à l'aise dans ce couple. Ou je suis dans l'attente et je veux vraiment qu'il me localise. Où en es-tu en fait? Où en es-tu avec toi-même? Quand est-ce que la dernière fois tu as pris rendez-vous avec toi-même pour travailler à qui tu es réellement? Qui es-tu? Quelle est ton identité? Te connais-tu? Quels sont les défis de la vie auxquels tu as été confronté? Quand est-ce que tu as pris rendez-vous avec toi-même pour te parler de ça? Il y a les femmes qu'on était ici qui, sans vouloir, les hommes se sont foutus d'elles et partis. Ça n'a pas été votre faute. Dans une relation, vous n'êtes pas la seule responsable. Vous ne pouvez pas tenir un couple toute seule. Ces choses se sont passées. Mais quand est-ce que vous avez pris rendez-vous avec vous-même pour dire oui, il m'a abandonné, il est parti. Mais je mérite un nouveau départ. Je mérite une nouvelle saison. C'est que tu peux même l'avoir dit ça comme ça. Mais as-tu pris le temps d'écrire sur ce qui s'est passé? Ce qui s'est même passé peut être le témoignage de votre vie. Vous pouvez même, on est en train de parler de blessures émotionnelles, vous pouvez même de là même écrire un livre, sortir un roman et ça devient un best-seller de votre vie. Et cette histoire que aujourd'hui vous ressentez comme si c'était une honte pour vous, parce que c'est comme un échec pour vous. Finalement, c'est cette histoire qui peut vous élever. C'est cette histoire qui peut vous amener à votre élévation glorieuse. Cette histoire que vous cachez au fond de vous, vous ne voulez jamais mettre le mot dessus et que ça vous bouffe. On va beau mettre le fond de teint. On va beau mettre mon beau chapeau que vous voyez là. Beau mettre le make-up, tout ça, mettre la perruque jusqu'aux fesses, tout ça. Mais si l'âme est brisée, si l'âme à l'intérieur pleure, si l'âme est meurtrie, que ferions-nous? Si l'âme est meurtrie, comment pouvons-nous commencer les projets et que ça aboutit? Parce que votre âme, quand il est meurtri, votre âme n'est pas aboutie. Comment l'âme, sur quoi vous comptez pour développer les choses, pour créer des choses, pour être cette femme-là établie, cette femme à la dimension des nations? Si cette âme n'est pas consolidée, tout ce que vous allez faire ne sera pas consolidé. C'est ça. C'est ça, je ne sais pas si une femme me comprend ce soir. Et maintenant, allons aux femmes qui ont vécu, les femmes et les hommes qui ont vécu les blessures de l'injustice. Parce que le but du coup de ce soir, c'est pour que même avec les compagnons que vous êtes, que vous décelez, vous allez déceler certaines blessures. Dans ce que je suis en train de dire, s'il y a ceux qui ont eu la chance de se confier et ceux qui ne se sont même pas confiés, mais de par leur comportement, vous allez comprendre maintenant beaucoup de choses autour de vous
qui vous handicape. Ce genre de personne va être rigide, rigide, va être dur. La rigidité est différente d'une femme qui est exigeante. Moi, par exemple, je suis une femme qui est exigeante. Vous avez entendu tout à l'heure, j'ai dit aux enfants, vous montez dormir, parce que quand même à 22 heures, surtout que j'ai pris le temps de les laver, donner à manger. Normalement, au plus tard 21 heures, ils ont bien profité. Chacun doit être dans sa chambre. Si quelqu'un ne veut pas dormir, ce n'est pas un problème. Tu fais tant calme, tant calme. Pour moi, il n'est pas question qu'à 22 heures, je sois encore en train de gérer les enfants. Et je suis exigeante de dire qu'à cette heure-là, à 22 heures, je n'ai plus à gérer les enfants. Ça ne me fait pas de moi une mauvaise, mais au contraire, j'ai rempli mon devoir. J'ai coiffé les enfants. J'ai pris soin d'eux. J'étais à la pharmacie. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai fait la cuisine, plusieurs repas, changé leurs draps et tout. À 22 heures, ce n'est plus leur heure. Et je me veille en tant que parent, en tant que celle-là qui veut des enfants équilibrés, des enfants qui savent que dans la vie, il y a un temps pour chaque chose. On doit respecter certains plannings. On doit respecter certaines échéances. Il y a l'heure de dormir, il y a l'heure de jouer, l'heure de manger. Il y a aussi une heure pour dormir. Il y a aussi une heure que cette heure-là, c'est l'heure des parents. Il y a aussi cette heure-là que même si tu ne veux pas dormir, ce n'est pas un problème. Tu fais tant calme dans dormir. Ça fait de moi une femme exigeante et c'est juste normal. Ça, c'est différent d'une femme qui est rigide. Une femme qui est rigide, c'est celle-là qui va être à couteau tiré dans tout. Elle va, c'est-à-dire, le monde autour d'elle va être juste impossible. Elle va toujours dans tout ce qui se passe, ou même dans les groupes, dans les relations avec les autres. Elle va toujours vraiment être à couteau tiré parce qu'elle va être intransigeante. C'est des gens où c'est oui ou non. On ne peut pas vivre dans une vie où la vie est juste oui ou non. C'est le genre de femme où dans une relation, c'est elle qui a le dernier mot. On ne peut pas vivre, avoir même une relation amicale, ou une relation familiale, ou une relation de couple, où c'est que nous qui avons le dernier mot. Non, non, c'est ça, c'est de la rigidité. Il faut être en capacité, en fait, d'être à l'écoute, voir si c'est que l'ami te dit, si tu peux faire avec, trouver des compromis, des arrondis. Et maintenant, une femme exigeante, différente d'une femme rigide, c'est ça. C'est celle-là qui est à l'écoute. C'est celle-là qui comprend d'abord les problèmes, qui les analyse et qui se projette pour voir des tentatives de solution et qui va à la proposition de la solution, mais pas à imposer. Il y a les femmes aujourd'hui qui sont connectées, qui, elle va dire au monsieur, si ce n'est pas ça, tu laisses. Ça, c'était moi avant ça. Si ce n'est pas ça, laisse. Et tu es dans le concubinage. Et puis, il faut voir tous les gestes qui vont avec elle. Aide tes enfants. Seigneur, viens au secours de nous. Viens au secours de nous. Viens au secours, papa. Et le problème, c'est que quand vous faites ça, le monsieur, il peut même aller carrément se joindre à un groupe de fumeurs. Parce que ça se trouve, vous êtes le seul lien. Par exemple, nous qui vivons ici en Occident, il y a des hommes comme ça, ils arrivent ici, ils ont fait l'aventure, ils ne sont pas avec leur famille. Il y a des hommes comme ça, parfois, ils subissent tellement de pression de la part de leur famille et ils ne sont même pas encore guéris pour pouvoir échanger de tout ça avec vous. Et vous qui êtes avec lui aujourd'hui, vous êtes sa seule, on va dire, c'est sa seule personne. Vous êtes censé être la seule personne avec qui il peut parler, avec qui il peut échanger, avec qui vraiment il pensait même pouvoir ouvrir son cœur. Mais votre caractère et votre comportement vous a d'avance disqualifié. Ça vous a d'avance mis à l'écart. Il va aller même faire les tontines, vous n'êtes pas au courant. Il va aller faire les projets plutôt avec les gens. Vous allez juste apprendre que vous êtes à la maison avec un homme, vous êtes dans un concubinage dans lequel c'est vous qui payez le loyer, c'est vous qui faites ceci. Mais il allait acheter l'appartement avec l'autre. Il allait faire ceci avec l'autre. Voilà tout ce à quoi les blessures de l'âme nous mettent. Est-ce que vous savez comment les blessures de l'âme peuvent faire? Les blessures de l'âme rendent les gens amers et méchants.
Vous savez, Hitler, vous savez ce que Hitler avait fait à l'encontre, à l'endroit en fait du peuple juif. Il avait exterminé le peuple juif. Pourquoi Hitler était comme ça? Personne n'avait cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que Hitler avait été un enfant justement abandonné. Il avait appris que son père était juif et qu'il avait abandonné. Et ça l'a révolté. Ça a fait de lui cet homme-là méchant qui est allé jusqu'à exterminer les peuples. Il est allé même jusqu'à chercher un bras droit qui s'appelait Monsieur le tronçonneur. On l'appelait le diable. Donc cet homme-là était juste celui que si tu ne marches pas comme il le veut, lui, on t'amène et lui, il te tronçonne comme l'arbre. Tout ça à cause de l'abandon. Donc, femme, vous qui êtes connectés ce soir, vous avez les enfants entre vos mains. Le but vraiment de faire des formations comme ça, c'est aussi de rectifier le tir. Il ne faut pas que où vous avez échoué. Et dire même que vous avez échoué, c'est trop dit parce que là, on est là en train d'apprendre pour guérir. Où vos prédécesseurs ont échoué, on va dire ça plutôt. Et que ça, c'est venu paralyser votre vie. Vous pouvez rectifier le tir. Vous pouvez faire autrement. Parce que le comportement que vous avez aujourd'hui va impacter la vie des enfants que vous avez dans votre main, que vous le voulez ou pas. Une mère qui est rigide, une mère qui est dans le contrôle incessant, ça va faire, l'enfant ne va pas vouloir se confier à toi. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup d'enfants, ils vont être déroutés. Parce que tu es tellement rigide qu'il a peur de venir te dire, ah, j'ai rencontré une amie, c'est ma petite copine. Mais comme tu te positionnes comme une chrétienne rigide avec toutes tes blessures de l'âme, que ce chrétienne avec tout ça, tu n'es même pas prête à écouter ton petit garçon. Tu n'es pas prête à écouter ta petite fille autour de toi pour comprendre ce qui se passe et de pouvoir, avec beaucoup de diplomatie, la sensibiliser sur ce qu'est la relation avec l'autre, pour lui dire peut-être que ce n'est pas encore le moment, pour lui expliquer ce que c'est que son corps, ce que c'est que la sexualité, pour lui expliquer quand est-ce qu'il faut se mettre en relation amoureuse avec les gens et avec qui il faut aller. C'est de ça il est question et c'est de ça nous parlons ce soir. Je semble peut-être être très dure, mais je suis aussi dans l'obligation en tant que formatrice ou votre mentor de vous dire la vérité. Je suis dans l'obligation de vous dire. Et il faut donc voir comment ça se passe quand vous avez tous ces blessures-là. Les gens qui ont les blessures de rejet, vous paniquez constamment. La peur vous fait souvent paniquer, vous fait souvent sursauter. Vous avez peur des gens, vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de la découverte, vous avez peur d'investir, vous avez peur d'être avec quelqu'un qui est avec vous dans la maison, mais vous ne pouvez pas en fait faire certaines choses avec lui parce que vous avez peur que demain, il va mettre fin à ces choses-là. Alors que non, il faut juste vivre son instant présent. Et cette peur-là vous fait vivre constamment dans la panique. Et ceux qui ont été abandonnés, ouais, ceux qui ont été abandonnés, oui, justement, sont constamment dans la solitude. Sont constamment dans la solitude. Deviennent des dépendants affectifs. Et en plus de la dépendance affective, finalement, sombrent dans la solitude. Aiment se retrouver seuls, comme je vous disais dans mon cas. Aiment aller se cacher. Ouais, c'est ça. Celles qui ont été souvent humiliées et deviennent des masos, parfois, ce qu'elles font en fait,
elles se positionnent en personne tellement libre. Comment elles vont manifester leur liberté si elles sont dans une relation avec quelqu'un ou relation de couple? Je suis libre comme le vent. Je fais ce que je veux. Et où est votre soumission de fille de Dieu dans la paix? Hey, tu ne m'as pas encore mariée, tu n'as aucun droit sur moi, donc je suis libre comme je veux et comme le vent. Donc, je peux aller passer une semaine dehors, oui, parce que oui, on est en concubinage, je fais ce que je veux. Même quand on est chez ses parents, on a des comptes à rendre. Quand on est sous le toit avec quelqu'un, on vit même encore chez ses parents. On n'est pas libre comme le vent. Personne n'est libre comme ça, comme le vent dans sa vie. Une personne qui n'a pas d'autorité au-dessus d'elle ne peut pas réussir, ne peut rien faire. Je suis libre comme le vent, je fais ce que je veux. Voilà, voilà ce que ça donne. C'est ça. C'est ça. Et il y a deux façons aussi des masos. Il y a cette façon-là de montrer la liberté comme ça, mais au fond, le maso est habité aussi par une peur. C'est ça. Par une peur vraiment monstrueuse. Une peur qui l'emprisonne. Et les personnes qui ont souvent été trahies, ce sont des personnes, comme on a dit, qui sont très contrôlantes, mais ce sont des personnes qui sont souvent très à l'intérieur, l'âme est très dissociée. Donc, elles semblent contrôler tout. Elles montrent qu'elles contrôlent tout, mais c'est comme les feuilles de paille. Donc, à l'intérieur, normalement, elles sont dissociées à l'intérieur d'elles. En fait, elles ressortent. Comme elles ne peuvent pas se contrôler elles-mêmes, elles n'ont pas la maîtrise d'elles-mêmes. C'est pour ça qu'elles contrôlent. Il faut que tout soit droit comme ça. Il faut que tout soit machin comme ça. Il faut que tout le monde se réveille à telle heure. Il faut que nanani se fasse comme ça. Mais à l'intérieur, c'est des personnes brisées, des personnes dissociées. C'est ça, en fait. C'est ça. Et maintenant, pour les personnes qui ont subi l'injustice, ce sont les personnes, franchement, qui vont souvent être d'une très grande froideur. Donc, ça veut dire quand tu avais ce genre de personnes, ou si tu es ce genre de personne, face à des situations, par exemple, douloureuses, tu peux être très intransigeante et, et quel qu'en soit le degré de douleur que la personne va montrer, toi, ça va te faire ni chaud ni froid. C'est ça. Ça va te faire ni chaud ni froid. Le monsieur va vous dire, mais pourquoi tu te comportes comme ça à mon égard? Il va même aller voir sa famille, voir les gens, dire, je ne comprends pas, j'ai tout fait, mais je ne comprends pas pourquoi elle est comme ça. Toi, tu vas rester campé dans ton positionnement. C'est moi qui ai le dernier mot. Et il va beau pleurer, il va beau faire les démarches pour que votre situation s'arrange. Toi, tu vas rester là. Tu sais très bien que c'est à ta perte. Mais tu vas avoir cet orgueil qui est caché par la froideur du fait que tu n'as pas mis les mots sur ce que tu as vécu. Et, et tu vas vivre comme ça. Et au fond, finalement, c'est toi qui es malheureuse, en fait. C'est ça, en fait. Mm. Donc, j'ai fait le tour des blessures qui peuvent nous miner. Je ne sais pas si chacun a bien compris de quoi il est question. Vous avez compris bien que nous, chaque être humain, dès son enfance, peut déjà sortir du ventre de sa mère avec les blessures de l'âme. Pourquoi? Ou dit émotionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes, par exemple, qui ont été abandonnées avec la grossesse. Vous voyez, il y a les femmes, elles se retrouvent enceintes d'un mec qui ne veut pas du tout de cette grossesse. Et en plus, il part, il
il ne donne plus de nouvelles. Elle fait toutes les démarches, mais il ne donne plus de nouvelles. Maintenant, au lieu d'aller vers les groupes de femmes qui sont dans la même situation, les associations des femmes qui sont dans la même situation, pour essayer de partager l'histoire et extérioriser tout ce qu'elle est en train de vivre, il y a des femmes qui vont se renfermer sur elles-mêmes, pleurer à tout cela. Mais quand elle est en train de pleurer, il y a l'embryon qui est dans le ventre, qui est en train de grandir. Cette tristesse-là, elle va mettre ça sur l'embryon. L'enfant va ressentir ça. Et quand maintenant l'enfant, elle va accoucher, cet enfant-là sortira déjà avec des prémices d'abandon. Et si entre-temps, le papa n'a pas fait la démarche de revenir, ou entre-temps, elle a encore fait la démarche en fait pour qu'il revienne, et que ça n'a pas eu lieu, voilà, elle aura transmis en fait les blessures de l'abandon déjà dans le ventre, et l'environnement maintenant, le contexte familial va faire que l'enfant va continuer jusqu'à ce que l'enfant ait la chance de tomber sur un enseignement comme ce qu'on est en train de faire et décide un jour de pouvoir mettre fin. C'est ça. Et aussi, il faut savoir que en dehors des blessures émotionnelles, comme je suis en train de vous dire comme ça, il y a aussi les liens d'âme. Les liens d'âme, c'est important qu'on parle de ça. Les liens d'âme, ça peut venir de quoi? Les liens d'âme aussi peuvent venir de vos parents, donc des relations qu'on a avec les membres de nos familles, papa, maman, avec les frères. Il faut savoir que les liens d'âme, il y a des liens d'âme positifs et il y a des liens d'âme négatifs. Généralement, les liens d'âme positifs, ce sont les liens d'âme en fait qu'on a avec les membres de nos familles. Maintenant, les liens d'âme négatifs. Les liens d'âme négatifs viennent d'où? Les liens d'âme négatifs découlent des relations amoureuses et sexuelles qu'on a contractées avant le mariage ou même pendant même qu'on est dans un mariage. Si le monsieur ou la femme arrive sans être guéri ou soigner ses liens d'âme, vous vous retrouvez avec tout ça. Et du coup, ça fait que le couple ne se porte pas comme il devrait se porter. Alors, ces liens d'âme, comment ça se manifeste chez certaines personnes, les liens d'âme? Les liens d'âme, ça peut aussi se manifester exactement comme j'ai parlé là, comme j'ai parlé les effets des blessures émotionnelles. Chez certaines personnes, ça va se manifester comme ça. Mais chez certaines personnes, ça va se manifester de manière spirituelle, les liens d'âme. Et spirituellement, comment ça va se manifester? Ça va se manifester aussi par la présence des femmes de nuit, des maris de nuit. Voilà. Parce que vous pouvez être établi dans un mariage si vous n'êtes pas guéri de vos liens d'âme, que vous avez emporté toutes les relations, si vous avez eu à coucher avec des gens avant votre mariage. Ça veut dire que vous portez tous ces gens-là dans votre âme et vous atterrissez dans votre maison avec ça. Il est important vraiment de s'asseoir pour écrire exactement comme les blessures émotionnelles. Les liens d'âme, normalement, c'est quelque chose même qui se croise avec les blessures émotionnelles. Mais ce que dans le cas des liens d'âme, c'est plus le côté spirituel qui ressort. Voilà. Vous allez être dans un couple. Vous êtes un couple, vous êtes couché avec votre mari et vous voyez tout le temps que vous êtes en train de faire les rapports sexuels avec vos ex. Vous êtes habité encore par vos liens d'âme. Il faut guérir de tout ça, les femmes. On ne peut pas laisser tout ça comme ça. Ce n'est pas possible. Sinon, vous allez vivre des relations en fait malheureuses, des relations qui sont censées être des relations de bonheur. Vous allez vivre des relations malheureuses, même autour de vous. Quand vous êtes habité par tout ce que je suis en train de vous raconter, là, même une amitié saine, vous ne pouvez pas l'avoir, vous ne pouvez pas la faire. Une amitié saine, vous ne pouvez pas en fait. Vous allez toujours voir que l'autre a fait ci, vous allez toujours voir que ça a fait ça. Vous n'allez même pas être vous-même parce que vous allez toujours vous identifier par rapport à l'autre, alors que l'autre est en train de faire quelque chose par rapport à son identité à elle. Mais on ne dit pas
de ne pas s'inspirer, on peut s'inspirer, mais s'inspirer de telle sorte jusqu'à même prendre même les couleurs, même les trucs, c'est qu'il y a un problème. Il faut se retrouver, il faut être soi. C'est votre touche personnelle qui fait vous. Et tant que vous n'avez pas guéri de tout ça, entrez dans votre, découvrir votre propre identité, être vous-même. Vous ne pouvez pas émerger. Donc, c'est ça. Donc, sur ce, je pense que... Non, je vais quand même rajouter quelque chose. J'avais aussi envie de vous dire que tout ça, c'est possible. On peut vraiment guérir de tout ça. La preuve en est, moi, je suis devant vous aujourd'hui. À qui veut l'entendre, je le dis et j'affirme, je suis guérie de mes blessures émotionnelles. Je suis guérie de mes liens d'âme parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je les ai écrits, j'ai touché, j'ai noté toutes les personnes avec qui j'étais, même de manière ponctuelle, engagée des relations amoureuses, même si ce n'est pas aller dans la sexualité. J'ai eu à faire un check-up sur ce plan-là. J'ai eu à faire un check-up sur le plan amical. Avec qui et comment j'ai passé certains événements forts de ma vie, avec quel ami, quelle était son attitude, comment moi je l'ai vécu. Est-ce que c'était une attitude saine ou c'était une attitude pas très catholique? Est-ce que c'était dû au fait que je n'étais pas guérie ou est-ce que c'était vraiment fait exprès? Ma guérison m'a permis vraiment de comprendre que oui, il y a effectivement certains genres d'amis, je ne peux plus marcher avec elles, mais je ne suis pas en conflit avec elles. Si on se retrouve dans les événements, je salue respectueusement, on n'est pas des ennemis. Ma guérison m'a permis de comprendre qu'il y avait même d'autres même qui accentuaient mes blessures émotionnelles. Donc, ils voyaient que j'étais une femme à cette époque-là meurtrie, mais elle les aggravait. Il y a d'autres qui m'ont plutôt épaulée. Voilà. Donc, j'ai guéri. Pourquoi j'affirme que j'ai guéri de ça? Parce que aujourd'hui, je ne suis plus une femme au niveau, je ne fonctionne plus en fait avec les frustrations. Voilà. J'ai compris que je suis une privilégiée de Dieu. Je suis privilégiée en fait aux yeux de Dieu. C'est ça. J'ai compris que je suis une femme en fait riche aux yeux de Dieu. Quand j'ai fait la démarche pour guérir en fait des blessures de l'âme, j'ai compris tout de suite que Dieu, il avait un plan pour moi et que ce qu'il veut pour moi, c'est vraiment de me mettre au sommet. Au sommet, ça ne veut pas dire être une star ou être une influenceuse ou être si. Être au sommet, c'est même de pouvoir être avec vous en ce moment et que nous puissions échanger en toute intimité sur un sujet tel que le nôtre. Il y a des personnes dans ces vies au XXIe siècle qui mourront sans avoir un échange, sans même connaître ce que c'est que les blessures émotionnelles. C'est de ça il est question. Pourquoi moi j'ai décidé de guérir? J'ai décidé de guérir parce que j'avais vraiment envie d'obtenir moi ma grâce. Je ne voulais plus vivre le genre de vie que j'avais avant. Veux-tu entrer dans ta grâce? J'ai compris que le Christ était mon alpha et mon oméga. Quelqu'un que le Christ est ton alpha et ton oméga, tu ne peux pas vivre dans les lamentations avec le Christ. Il nous a bénis de toutes les bénédictions. Pourquoi tu dois aller au travail avec les pleurs? Pourquoi tu dois être toujours dit que je n'ai pas l'argent, que tu ne marches pas, ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça marche pour les autres et ça arrive chez toi, ça ne marche pas? Christ est-il ton alpha et ton oméga? S'il est vraiment ton alpha et ton oméga, pourquoi ne veux-tu pas écrire ces blessures émotionnelles, mettre un mot sur ça? Pourquoi tu ne veux pas écrire ces choses qui se sont passées et faire un travail dessus pour couper définitivement avec et être cette femme-là qui n'est pas juste une femme colérique, qui n'est pas une femme qui a un caractère intempestive parce qu'elle a des troubles réactionnaires, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont enfouies en cachette et qui te font mal. Il y a les gens qui t'ont humilié dans ta famille, qui ont dit que tu ne pourras rien faire, que tu ne pourras rien devenir, qui ont dit que tu étais moche, qui ont dit que même l'école, tu ne comprends rien. Mais quand tu vois de où Dieu t'a pris, la vie qu'il te donne jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c'est vrai ce que les gens là ont mis dans ta tête?
Est-ce que tout ce qui s'est passé là, est-ce que c'est vrai? Et pourquoi toi, aujourd'hui, en tant que femme, tu dois rester avec ces limitations? Pourquoi? Pourquoi? Moi, j'ai choisi de guérir parce que moi, je voulais aussi aller au sommet de mon accomplissement sur terre. Je voulais vraiment aller au sommet de ma rencontre avec Dieu. C'est ça. Dieu nous dit, il est venu pour les pauvres, pour les pécheurs, pour les cœurs brisés. Lui-même, il a été brisé. Et pourquoi toi, tu ne veux pas accepter sa venue? C'est ça. La crise, vivre avec un cœur, avec l'âme brisée, ça te fait vivre en permanence dans ce qu'on appelle une crise identitaire. Une femme qui fait une crise identitaire ne se connaît pas, ne connaît pas son identité. Elle va s'identifier à tel quelqu'un pour un truc ponctuellement. Ça va faire comme les feuilles de paille. Elle va quitter là-bas, ça fait comme ça, comme ça, comme ça. Non. Mais une femme qui se connaît, n'a pas de crise identitaire, elle focus. Elle est focus. Elle commence quelque chose et elle finit. Elle prend des décisions et elle s'y tient. Elle ajuste. C'est de ça il est question. C'est celle-là qui n'est pas dans les pleurnicheries. C'est quand il y a les situations difficiles, elle s'assoit pour réfléchir sur ça. Réfléchir, soumettre en Christ. C'est une femme qui peut demander à briser ses liens d'âme. C'est demander même le renouvellement de l'intelligence. Vous ne pouvez pas en fait avancer si vous ne demandez pas le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, ça passe aussi par le renouvellement de votre âme, le renouvellement de votre état d'être, le renouvellement de votre système de pensée, le renouvellement de votre esprit. Comment vous souhaitez-vous avancer si vous ne faites pas ça? Le renouvellement de l'intelligence, là, ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est noté quelque part dans la Bible. C'est ça. Donc, vraiment, chacun doit se lever. On va beau faire les formations, on va beau faire les choses, mais si vous-même, vous ne décidez pas de vous prendre en main, ça ne peut pas marcher. C'est ça. Quand est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir quel est le vrai médecin de l'âme? Moi, quand j'étais à ce stade-là, que je voulais sortir de mes blessures de l'âme, je me suis posé la question pour savoir qui est le vrai médecin de l'âme. J'ai trouvé que Christ, il en était un. J'ai trouvé que l'amour du Christ, l'amour qu'il a eu jusqu'à donner sa vie. Et j'ai cherché de comment faire moi pour être habité par cette même dimension d'amour, qu'aujourd'hui, ça me fait être connecté avec vous pour vous transmettre ça. C'est ça. C'est de ça il est question. Vous devez tout faire donc pour améliorer vos relations dans lesquelles vous vous trouvez. Mais pour faire tout ça, il faut accepter de faire la démarche de la guérison. Voilà. Donc, je vais enregistrer. Il faut arrêter, voilà, je vais arrêter l'enregistrement et comme ça, on continue en off. Comme ça, c'est comme, voilà, comme ça, on continue en off. Alors, arrêter.